Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre la suite de notre leçon numéro 4. Nous avions vu dans les deux séances précédentes comment chez l'être humain nous étions capables d'utiliser notre appareil respiratoire pour expliquer l'approvisionnement de nos cellules en dioxygène. Nous avions vu que nous en étions capables grâce à un ensemble de mouvements respiratoires de la cage thoracique qui permettaient de faire circuler l'air dans l'ensemble des organes de l'appareil respiratoire et qu'ensuite au niveau des alvéoles pulmonaires, ce dioxygène pouvait passer dans le sang. Nous avions ensuite, la semaine dernière, expliqué cette fois-ci comment chez le poisson, nous pouvions également avoir un approvisionnement de ces cellules en dioxygène. Nous avons vu que cette fois-ci, le poisson effectuait également des mouvements respiratoires au niveau donc de sa tête et que ces mouvements respiratoires permettaient de faire circuler l'eau. L'eau était donc chargée en dioxygène et au contact donc des branchies et plus particulièrement des filaments branchiaux riches en sang, ce dioxygène dissous dans l'eau pouvait passer dans le sang et amener le dioxygène également aux cellules du poisson. Il nous restait donc à expliquer comment cette fois-ci chez les asticots, chez donc des insectes, le dioxygène pouvait également être amené aux cellules. Pour cela, vous deviez réaliser l'activité numéro 17 sur le site de la cuisinière. Dans cette activité numéro 17, il fallait donc commencer par observer les mouvements particuliers que peut avoir un criquet au niveau de son abdomen. Donc au niveau de l'abdomen, nous pouvions remarquer qu'il y avait des mouvements de haut en bas qui étaient donc constants, permanents. Et donc, lorsque l'abdomen se dirige vers le bas, autrement dit qu'il y a une dilatation, l'air pouvait entrer par l'intermédiaire de ces petits orifices sur le côté de l'animal qu'on appelait les stigmates. Au contraire, lorsque l'abdomen de l'animal remonte, c'est-à-dire qu'il y a une compression, cette fois-ci, l'espace à l'intérieur de l'animal est plus petit, l'air va être obligé de ressortir par ces mêmes orifices, par ces stigmates. Donc, les premières questions, il s'agissait donc d'expliquer ce qui va permettre de faire entrer et sortir l'air. Donc, la sortie et l'entrée d'air se fait toujours par la présence de ces orifices qu'on appelle des stigmates. Dans le cas effectivement du criquet, il n'y a pas d'orifice respiratoire au niveau de la tête. Il n'y a pas proprement parlé de bouche comme nous pouvons avoir pour la circulation de l'air. Ça n'existe pas chez les insectes, donc ça n'existe pas chez le criquet, ça n'existe pas chez l'asticot. Ce sont des orifices extérieurs à part. Donc l'air, dans tous les cas, va pouvoir entrer et sortir au niveau des stigmates. Alors maintenant, c'est bien lorsqu'il y a une dilatation de l'abdomen, autrement dit quand l'abdomen se détend, c'est-à-dire qu'il descend, que l'on va pouvoir avoir une entrée de l'air. Ce qui va donc permettre la sortie de l'air, c'est le mouvement contraire. Cette fois-ci, c'est la compression de l'abdomen, autrement dit lorsque l'abdomen va remonter. Donc voilà, petite question toute simple, sans complication. Alors maintenant, il fallait comprendre ce qu'il se passait derrière ces orifices respiratoires, derrière ces stigmates, c'est-à-dire où va l'air qui entre par ces orifices. Pour résoudre ce nouveau problème, vous aviez donc cette deuxième vidéo à observer qui montrait la dissection d'un asticot. Donc un asticot se présente forcément légèrement différent de notre criquet précédemment, mais nous retrouvons le même principe. L'animal a ici deux orifices dans sa partie postérieure qui sont également des stigmates. Au lieu d'en avoir tout le long du corps, de son corps, là cette fois-ci l'asticot quand même est une larve, donc il est particulier, il n'a que deux orifices de stigmates dans sa partie postérieure. Il s'agissait donc de prélever la partie postérieure ici avec les stigmates, de faire une incision et de regarder ensuite, selon une préparation microscopique, ce qu'il y avait derrière ces orifices respiratoires, ces stigmates. Et voici ce que vous aviez pu découvrir alors. C'était tout un réseau de tubes, plus ou moins gros, qu'on appelle des trachées. Donc les plus importants se nomment les trachées, les plus petits se nomment les trachéoles. Alors, pour faire le bilan de ces observations, vous aviez donc ces différents documents et je vais vous demander donc de retrouver les annotations. Donc ici, voilà notre asticot, voilà ici sa tête, voici sa partie postérieure avec ici ces deux petites taches noires. On repère donc les stigmates. Voici la réponse.
Si on fait notre prélèvement à la partie postérieure de l'asticot pour en faire notre préparation microscopique, voilà au microscope ce que l'on peut voir. Ici, on retrouve donc les deux stigmates et de ces stigmates, on commence à apercevoir ces fameux tubes qu'on va appeler donc les trachées. Voilà pour la réponse. Et ensuite, si on affine notre observation de ces trachées, voilà une belle observation microscopique où on voit une trachée avec ses fins anneaux circulaires de cartilage qui vont bien maintenir ouverts ces tubes et faciliter donc la circulation de l'air pour la suite. Et ici des ramifications qu'on va appeler donc des trachéoles. Donc voilà les légendes qu'il fallait retrouver. Ensuite, de ces observations microscopiques, on passait cette fois-ci à un croquis simplifié pour résumer ces observations. Alors, pour être sûr que vous ayez bien compris ce passage de l'observation microscopique à ce croquis, je vous ai demandé de retrouver également les annotations, ce qui ne représentait pas normalement de difficulté. Donc, en 1 ici, on imagine, on est sur l'extérieur de l'animal, on a l'orifice qui va permettre la circulation de l'air, c'est le stigmate. On imagine donc ici à la limite, c'est la limite du corps de l'animal, d'accord? Et là est représenté ce qui va se passer derrière l'animal, à l'intérieur de l'animal, ce réseau de trachées de plus en plus fines qu'on va appeler les trachéoles. Donc ici c'est une trachée, ici c'est une trachéole, d'accord, qui va amener effectivement l'air dans l'intérieur de l'animal. Alors, je vous demandais donc de représenter ensuite sur ce croquis le fléchage de la circulation du dioxygène. Donc ici, les flèches sont parfaitement faites. Elles sont faites également dans tout le réseau qui est donné sur le croquis. On voit que le dioxygène est représenté par des flèches. J'ai bien le sens de circulation donc du dioxygène et on voit que le dioxygène va effectivement, grâce à ce réseau, arriver directement aux cellules, par exemple, musculaires de l'asticot. Donc là, le trajet, il est complet et il est fait avec des flèches. Donc, activité parfaitement réalisée. Ensuite, je vous demandais donc, en regardant cette vidéo, et particulièrement à la fin, d'écouter l'explication du fonctionnement de ces trachées. Et je vous demandais en particulier de me relever la particularité chez l'asticot de l'approvisionnement en dioxygène. La particularité par rapport à ce que nous avions vu dans les cas de l'homme et dans le cas du poisson rouge. Alors, je vous remets les documents correspondant au bilan chez l'homme. On avait donc bien vu que le dioxygène arrivait jusqu'aux alvéoles pulmonaires et ensuite qu'au niveau des alvéoles pulmonaires, le dioxygène était capable de passer dans le sang, dans les capillaires qu'il y avait au niveau de cette paroi très fine des alvéoles pulmonaires. Donc, quand on inspire, on amène tout simplement le dioxygène présent dans l'air au sein des alvéoles pulmonaires et pour que le dioxygène puisse passer dans le sang. Et ensuite seulement le sang amènera, c'est ce qu'on verra dans une leçon plus tard, le sang amènera le dioxygène aux cellules de notre corps. On avait ensuite vu le cas du poisson. Je remets ici le cas du poisson avec les documents. L'eau qui contient donc le dioxygène circule au contact des branchies, au contact de ces filaments branchiaux. Et c'est pareil, le dioxygène dissous dans l'eau va être capable de passer dans les fins capillaires contenant le sang des filaments branchiaux. Et là c'est pareil, le sang, donc contenant ensuite le dioxygène, va pouvoir aller amener le dioxygène aux cellules dans tout le corps du poisson. Donc, si on reprend ce que vous veniez de voir dans votre activité de la cuisinière, voilà, la particularité, c'est qu'ici, on ne vous parle pas du tout de sang. Et en fait, parce que il n'y a pas de sang chez l'asticot comme chez les insectes en général. En fait, là, les trachées vont amener, ainsi que les trachéoles, directement le dioxygène aux cellules. Il n'y a pas besoin de sang. Le dioxygène arrive directement aux cellules de l'animal. Le réseau est tellement important à l'intérieur de l'animal que ça permet d'approvisionner les cellules en dioxygène en permanence dans tout le corps de l'animal. Donc la grande particularité, c'est que là, on n'a pas besoin de sang,
de l'intermédiaire du sang pour aller ensuite amener le dioxygène aux cellules. C'est ça la grande différence par rapport effectivement aux autres cas que nous avions vus chez l'homme et chez le poisson. Et ce sera le cas pour tous les insectes également. Donc par exemple, si je lisais la réponse de l'élève, l'approvisionnement des cellules en dioxygène se fait en passant dans de grandes trachées entourées d'anneaux de cartilage qui va permettre de les maintenir parfaitement ouvertes et faciliter les allers-retours de l'air, puis il va passer dans les trachéoles qui l'amènera dans les cellules. Alors son explication, elle est claire, elle est résumée pour m'expliquer effectivement comment les cellules ont le dioxygène. Simplement, dans sa formulation, la particularité n'est pas donnée. C'est-à-dire qu'en fait, il manquerait le fait que, donc dans ce cas-là, c'est amené directement aux cellules sans passer par le sang. Donc à la limite, si je fais en direct, je mettrai 50% de la réponse. L'explication est liée, mais il manque la petite particularité par rapport aux autres cas vus. Donc voilà pour l'activité numéro 17. Donc si je reprends maintenant notre bilan de la leçon, donc je vous ai remis dans la leçon les deux liens pour accéder directement aux vidéos que vous aviez donc à disposition dans votre activité numéro 17, au cas où vous voudriez les reconsulter plus tard. Et je vous ai remis également l'ensemble des documents que vous aviez pu compléter dans cette activité pour faire un bilan simple. Donc là, effectivement, il serait préférable de pouvoir imprimer le document. Si vous n'en avez pas la possibilité, à ce moment-là, je vous demande simplement de refaire peut-être ce petit croquis très simple, d'accord, dans votre cahier. Et on peut arriver ainsi au bilan, à la conclusion définition du prélèvement de dioxygène dans l'air chez l'asticot. Donc, des mouvements respiratoires permettent aux trachées de prélever le dioxygène dans l'air. Ce sont ces mouvements donc au niveau de l'abdomen que nous avions commencé par voir. Et ensuite que les trachées vont amener directement le dioxygène aux cellules. Je ne vous parle pas de trachéoles dans la définition, on fait simple, il faut que vous reteniez que c'est un réseau effectivement de tubes qu'on appelle des trachées. Et j'ai mis entre parenthèses vraiment pour insister sur cette différence chez le cas donc de l'asticot, c'est qu'au niveau des trachées, il n'y a pas de sang. Et vous allez voir que dans les suites de la leçon, il y aura quelque chose qui sera important de comprendre aussi par rapport à ça. Donc contrairement aux branchies et aux poumons, donc pas de transport possible par le sang. Donc c'est pour ça que les trachées amènent directement le dioxygène aux cellules. Et voilà comment nous terminons notre leçon sur l'approvisionnement des cellules en dioxygène. Donc cette fin de leçon sera donc à imprimer ou à recopier dans le cahier. Et nous allons maintenant commencer notre leçon numéro 5 suivante pour expliquer, alors si je reprends notre fil conducteur donc du début de la leçon, donc là nous avons expliqué l'approvisionnement des cellules animales en dioxygène, je reprends notre fameux schéma bilan, nous avons expliqué donc d'où venait le dioxygène qui permettait aux cellules animales de produire de l'énergie, il va falloir maintenant s'intéresser, mais d'où viennent les nutriments, sujet de notre nouvelle leçon numéro 5.